On reprend donc cette dernière session de l'après-midi avec la plénière. Donc c'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir Yves Cazot parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc juste pour quelques mots pour présenter Yves Cazot. Donc aujourd'hui, Yves est le directeur des systèmes d'information et digital du groupe Michelin. Pour refaire ta longue carrière et c'est impressionnant quand on regarde ton parcours. Donc Yves est docteur en informatique, il a fait sa thèse à Paris 11, puis son HDR à l'Université de Paris. Tu as commencé ta carrière chez Alcatel, dans le labo Alcatel Alstom, avant de rejoindre donc Belcore. Puis d'arriver à la holding de Bouygues et de convaincre Martin Bouygues de créer une équipe de héros, voilà, donc une équipe dans laquelle Benoît Rotembourg est passé, qu'on avait vu l'année dernière, dans laquelle les équipes de Local Solver sont toujours là. Et puis ensuite, il va continuer dans le groupe Bouygues pour rejoindre Bouygues Télécom. Tu as commencé donc DSI de Bouygues Télécom avant de finir directeur général adjoint du groupe Bouygues Télécom. Ensuite, tu as rejoint AXA, dans lequel tu étais directeur du digital, avec une Digital Factory. Et aujourd'hui, tu as rejoint le groupe Michelin, qui est basé à Clermont-Ferrand, mais je pense que tu vas nous en dire quelques mots. Clermont-Ferrand, qui est la ville dans laquelle j'ai fait ma thèse, mon master à l'ISIMA, donc ça fait plaisir de revoir cette ville parmi à Data-Aquitaine. Et à noter aussi que Yves est membre de l'Académie des technologies. Et donc c'est un honneur en tout cas de t'accueillir pour cette présentation. Donc on va se donner 55 minutes à peu près et puis on gardera 5-10 minutes de questions à la fin. La parole est à toi et merci encore. Eh bien, merci beaucoup à la fois pour l'invitation et pour la très, très gentille introduction. Donc j'arrive en fin de journée et mon rôle c'est de ne pas vous ennuyer, tout en ayant une vision un peu macro, puisque vous l'avez compris, moi je vois les choses maintenant d'un peu plus loin. Et donc le plan que je vous propose, c'est le suivant. Je vais d'abord expliquer pourquoi je suis là, enfin qu'est-ce que j'essaie de faire chez Michelin. On essaye de faire une transformation digitale du groupe. On va retrouver des choses que j'ai entendues toute la journée, donc je vais essayer de faire les liens. Et puis je vais vous parler de ce que je fais moi, c'est-à-dire de créer le backbone, le système d'information. Ça fait écho à ce que disait Antoine ce matin, éviter des systèmes d'information isolés ou éviter la dette technique et faire en sorte qu'on puisse ensuite parler de Data-Driven Ambition. Donc j'essaierai de ne pas vous ennuyer trop pendant les parties 1 et 2 pour arriver dans la partie 3 où je vous dirai un petit peu ce qui pour moi en tant que DSI est essentiel. Et je vous ai mis quelques mots-clés. Les flows, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est-à-dire s'assurer qu'on fait circuler la donnée. La notion de freshness, parce que dans le business, c'est pas tout d'avoir des données, il faut encore avoir les données au bon moment. Et puis, le groupe Michelin est un groupe en croissance. La plupart des entreprises ont des stratégies de croissance ou d'évolution. Donc, un des enjeux principaux, c'est d'être future-proof, de pouvoir avoir des modèles de données qui vont résister aux changements assez radicaux des business models, des secteurs d'activité. Et c'est loin d'être simple. Et ça me permettra de conclure en parlant un petit peu de nos ambitions un peu plus long terme. Je reprendrai ma casquette de membre de l'Académie des technologies en disant voilà, qu'est-ce que j'essaye de voir un petit peu plus loin en termes d'application de l'IA chez Michelin. Et je terminerai par quelques exemples tout à la fin. Alors, je commence par quelque chose d'un peu évident, qui est que, comme on l'a dit juste avant, le système d'information est une espèce de backbone sur lequel on appuie la transformation digitale de toute l'entreprise. Et là, vous avez toute sa chaîne de valeur. Donc, la première idée, c'est que l'informatique joue un rôle important, et on va y revenir dans la deuxième partie. La deuxième idée, c'est que la transformation digitale, ça n'est pas que de la technologie, c'est une transformation métier. Et que donc, chacune des flèches a un contexte différent. C'est-à-dire que la transformation digitale du manufacturing, ou celle de la R&D, ou celle de la relation client, en fait, ce n'est pas les mêmes écosystèmes logiciels, ce n'est pas les mêmes partenaires, ce n'est pas les mêmes règles. Donc, c'est une fédération qu'il faut construire. Mais tous ces maillons de la chaîne, un des enjeux, et je l'ai vu pendant toute la journée, c'est la continuité digitale, c'est ces flux continus. En termes de recherche opérationnelle, c'est résoudre des problèmes à grande échelle avec des digital twins qui sont sur l'ensemble de l'activité. Je voudrais donner deux exemples. Alors, chez nous, c'est vraiment suivre des pneus à leur forme cradle to grave, de la conception à l'R&D jusqu'à la manufacturing, usage, recycling, maintenance. Un autre exemple de cette force de la continuité digitale,
Si vous pensez à Amazon ou à Alibaba, ce ne sont pas simplement d'excellents commerçants, ce sont d'une part d'excellentes supply chains, les meilleurs au monde, et d'excellents outils digitaux de capture de la demande, et ils sont couplés, et chacun nourrit l'autre. Et c'est ce cercle vertueux qui est extrêmement puissant, et qui font que pour les acteurs qui essaient d'être en compétition, la partie est difficile. Oui, je n'ai pas parlé du Digital Employee, mais j'ai un slide après. Alors là, je vous ai mis un cookie. Le cookie, il reflète le fait qu'il y a eu un concours de chocolate chip cookies, où la recette qui a gagné avait été faite avec TensorFlow. Alors, j'ai pris ça comme exemple. Il y a un autre exemple qui est très drôle, qui est celui des distilleries de whisky, je pense que c'est la numéro 2 en Europe, qui a refait toutes ses recettes de whisky aussi en faisant du machine learning avec du TensorFlow. Et je prends ces exemples-là parce que j'ai les mêmes exemples chez Michelin, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Il y a les mêmes exemples dans la matériologie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des industries de process qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de fine-tuning, de recettes, de mise au point, se rendent compte qu'avec un peu de data, un peu d'astuces et les gens compétents, on retrouve très vite des choses qu'on a mis des décennies à mettre au point. Donc ça veut dire que la première, dans notre chaîne de valeur, le premier maillon de la transformation digitale va être fondamental, c'est la R&D, et c'est très important pour Michelin parce que notre raison d'être, c'est de faire les meilleurs pneus, et on les fait parce qu'on a la meilleure R&D. Et pourquoi on a la meilleure R&D? D'abord parce qu'on dépense plus d'argent, mais surtout parce qu'on fait des tests depuis très longtemps, donc on extrait de l'information. Et pour nous, le challenge, c'est de ne pas se laisser douler par des gens qui extrairaient plus vite que nous. Donc, première idée, on investit en particulier dans les méthodes génératives pour essayer d'inventer les matériaux de demain. Si vous voulez retenir qu'une seule chose, c'est qu'un pneu, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et la raison pour laquelle on est très bon chez Michelin, c'est qu'on comprend mieux que les autres le couplage caoutchouc-métal. Voilà, et c'est de la physique de très bas niveau. La deuxième chose, c'est quand on sait faire ça, cette connaissance, elle est facilement partageable. Michelin, on a 70 usines dans le monde, sur les 5 continents. Comme tout le monde, on a dû tout arrêter au moment de la première vague de Covid. Et la digitalisation des usines nous a permis de redémarrer plus vite. C'est-à-dire que la connaissance capturée, améliorée, tunée avec des techniques digitales et du machine learning d'ailleurs, elle est plus facile à reproduire. Elle est aussi plus facile à voler, et donc tout ce qui a été dit ce matin sur la cybersécurité est une priorité évidente. Et puis, là, vous avez une photo de ce qu'on fait très bien depuis longtemps, c'est-à-dire une décomposition d'un pneu en éléments finis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise l'IA pour améliorer, on fait de l'IA hybride, et je reviendrai à la dernière partie. On mélange des techniques classiques de modélisation mathématique et un peu d'IA pour soit inventer des nouvelles formes. Par exemple, quand vous roulez les sculptures des pneus, maintenant, on les fait avec des lames qu'on fabrique par addition 3D. Parce qu'on a des formes qu'on ne sait pas usiner autrement. Et c'est des formes calculées par ordinateur, de telle sorte qu'au fur et à mesure qu'elles usent, le volume d'évacuation reste constant. Donc elles ont une forme tout à fait loufoque. Et ça, c'est vraiment un bon exemple de mélange de physique et de calcul haute performance pour faire de la simulation. Alors un petit mot sur nos usines. On a chez Michelin, les usines sont quasiment entièrement automatisées partout. Et pourtant, on a 60 000 personnes dans les usines. Pourquoi? Parce que fabriquer un pneu, c'est comme fabriquer un gâteau, c'est en fait très compliqué. Il se passe plein de choses, et on a beau avoir tout automatisé, il faut suivre en permanence les processus de fabrication. Il y a 200 composés dans un pneu, je ne vais pas vous faire l'article aujourd'hui, mais faites-moi confiance. En fait, ça a l'air tout bête, parce qu'une fois que c'est cuit, c'est un gros machin noir qui n'a aucun intérêt. Mais tant que c'est cru, c'est plus sophistiqué. Et l'intérêt de l'IA, c'est d'absorber cette complexité. Voilà. Donc, là, vous avez un dessin qui est un peu trivial avec des usines. Donc, une usine, c'est un ensemble de stations. Alors, on est très bon depuis longtemps. On a automatisé, vous avez des robots. Et on fait de l'optimisation poste par poste. Ça, c'est pareil, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'on fait ça. L'enjeu, c'est le fameux digital twin dont on a parlé toute la journée. C'est de se dire, tous ces machines, ces robots, ils génèrent la donnée. Est-ce qu'on peut les mettre dans un data lake? Est-ce qu'on peut trouver des patterns? Est-ce qu'on peut faire quelque chose que Merck fait très bien, c'est raconté dans ce livre, c'est vraiment faire un digital twin complet d'une usine process et de trouver des patterns d'optimisation qui sont globaux. Et alors nous, pour faire simple, on a bien avancé dans les optimisations locales, machine par machine, on fait de predictive maintenance, on fait plein de choses sympathiques, on a du Kafka dans les usines, on fait des tas de trucs dont je suis fier, mais la grande bataille digital twin, elle est devant nous, on va dire à l'échelle transverse, et c'est pour ça que dans mon premier slide, j'ai insisté sur la continuité numérique. Alors, je vous ai mis un petit slide qui date d'AXA, mais en fait, l'histoire qu'il raconte est totalement générique, elle s'applique parfait. C'est le fait de devenir une marque digitale et de passer d'un marketing push qui pousse du produit, alors Michelin, on est une entreprise produit, on fait du marketing push, à du pull, c'est-à-dire
suivre un motto alors très célèbre dans le monde digital qui s'appelle « Markets are conversation ». Les marchés sont des conversations, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'abondance. Ce qui est rare, c'est le temps. Ce qui est rare en tant que consommateur, c'est votre intérêt. Et on ne peut pas l'obtenir en vous poussant de l'information, mais plutôt en tirant de votre contexte. C'est ce que ça raconte. La flèche verte, c'est votre digital journey, c'est ce que vous faites. Et on fait comme tout le monde, alors comme Amazon ou Criteo, tous les autres, on essaie d'extraire des informations pour deviner ce qui pourrait vous intéresser. Et alors après, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir beaucoup d'événements, donc il faut capturer des choses autres que simplement votre vie liée à votre pneu. Il faut détecter des insights, c'est-à-dire essayer de comprendre, pour faire une conversation, ce qui est important, c'est pas ce que Michelin a envie de vous dire, mais ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous partez au ski, peut-être que c'est le moment de penser à des pneus neige. Et après, il faut avoir des choses à dire qui forment des conversations. Et j'en dis pas plus, mais un des enjeux de la transformation digitale pour une marque produit, c'est vraiment de définir une stratégie de contenu. Alors, un petit mot sur la Digital Workplace. Vous avez compris que je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais je voulais vous titiller un peu. Donc, c'est peut-être la slide la plus farceuse. Je vais commencer par une évidence, c'est que le Covid a changé la façon dont on travaille. On travaille tous en mode hybride, moitié remote, moitié ensemble. Et on a profité des outils, des Zoom, Teams & Co. Mais on voit bien toutes les limites de ces outils. Donc, on cherche à améliorer. Alors, on profite, comme toute la planète cherche à le faire, on profite des offres des fournisseurs. On cherche à dire comment on peut vraiment collaborer à distance. La chose auquel on croit dans notre plan un petit peu prospectif, c'est que on va finir, quand on voit les progrès de GPT-3, GPT-3 en anglais, et aussi l'absence de sémantique. Donc si vous ne connaissez pas GPT-3, c'est un merveilleux réseau neuronal extrêmement gros capable de poursuivre votre conversation. Vous donnez un élément de contexte, il poursuit la phrase. Et il fait ça très bien, et par contre, en fait, il n'a pas de sémantique. Mais ce qu'on voit, parce qu'on fait un certain nombre de programmes de R&D où on commence à faire du knowledge engineering sur nos propres connaissances, avec pour faire simple, des technologies à la Watson, et on voit que ça commence à marcher. Ce que j'ai mis dans la slide, c'est que je me dis, pour l'instant, on travaille sur des ontologies, on fait des choses assez simples, mais on voit bien que dans les années devant nous, là, on va passer aux agents cognitifs et que ça va changer la façon dont on travaille. Et ça sera peut-être une façon de nous aider à travailler mieux ensemble à distance. Et je vous ai dit que je vous laisserai un peu de food for thought pour la fin de la soirée si vous prenez à discuter après. Alors, la compression de Kolmogorov, ça consiste à dire que quand on a un signal, plus on est capable de trouver un algorithme qui est capable de le reproduire, plus on est capable de le comprimer. À l'inverse du bruit blanc, il fait une grande taille. Et il y a une idée profonde derrière, c'est que si on a l'intelligence pour extraire le sens d'une information, plus on est intelligent, plus on peut comprimer. Et donc, plus on a des outils d'intelligence cognitive pour faire une collaboration à distance, plus on est capable de se synchroniser en termes de contexte avec moins d'efforts. Donc, une des pistes sur lesquelles on réfléchit, c'est-à-dire comment, demain, l'IA va nous permettre de mieux collaborer en étant mieux synchronisé avec moins d'efforts. Alors, j'arrête ma parenthèse un peu futuriste et je reviens sur ce que je fabrique, qui sont des systèmes d'information. Et avant de vous parler de ce qu'on attend du système d'information, je vais vous décrire super brièvement la vision un peu moderne de l'entreprise, que j'ai ici appelée 3.0, mais j'aurais pu appeler exponentielle. La première idée, c'est je vais le faire dans le désordre. La première idée, c'est qu'on a un réseau d'équipes distribuées. Voilà. Le premier changement, c'est passer du contrôle-commande, du modèle hiérarchique, à un modèle recognition and response, un modèle distribué. Mais ça, c'est le point. Alors, si j'ai un pointeur, donc pour toute façon, oui, alors le pointeur, c'est pas une bonne idée, surtout pour ceux qui sont à distance, et surtout si je change la slide. Donc, revenons. Donc, le petit dessin avec le réseau, c'était le réseau d'équipes distribuées. La boussole, c'est quelque chose de très à la mode, c'est la finalité commune, c'est le shared purpose, c'est le fait. Alors, si vous connaissez un peu le monde de la théorie moderne du management, vous connaissez Isaac Gates et l'entreprise libérée. La théorie dit, si on se met en équipe autonome et qu'on n'a pas une finalité partagée, ça va être le chaos. Donc, une entreprise moderne, elle est à la fois distribuée, mais elle a une finalité commune. Elle est tournée vers le client, et je vais revenir dans le slide suivant, je suis un peu rapide. Le fait d'être en mode recognition and response, c'est essentiel pour être data-driven. C'est-à-dire que quand on a un mode de management qui est contrôle-commande qui part du haut, la data, c'est juste pour donner des conseils au patron avisé qui prend des décisions, ça donne des petits effets.
quand on a une entreprise qui est réellement distribuée et qui est en mode recognition, je pense, là tout d'un coup le data-driven prend tout son sens. Mais c'est ce que dit ce slide sur lequel je vais très vite alors qu'on pourrait passer 1 heure rien que sur le slide, c'est que la transformation de la technologie va avec la transformation du mode d'organisation de l'entreprise. Et c'est le message du best-seller Exponential Organization. Si j'avais plus de temps, je vous ferai l'article en disant achetez le bouquin de Salim Ismail, c'est vraiment un très bon livre, il raconte ça. J'ai passé sur Antifragile. Si vous avez des questions à la fin, je répondrai. Et sinon, on va plutôt le décliner sur le système d'information. Parce qu'en fait, ces grands principes, qui sont presque des principes de systèmes complexes appliqués à une organisation d'entreprise, se déclinent parfaitement à un système d'information, dont ici, que j'ai appelé exponentiel en clin d'œil à Salim Ismail, en disant ce qu'on attend du système d'information, c'est effectivement d'abord qu'il soit capable de se tourner vers l'extérieur pour permettre à ton entreprise d'être synchronisée avec les attentes de tout son écosystème, ses clients, mais aussi ses fournisseurs, ses partenaires, le plus réactif possible, et on y reviendra un peu plus loin, et en étant ouvert sur les frontières. Et alors moi, je fais de l'informatique depuis longtemps, depuis au moins 30 ans, et un des changements les plus importants, c'est qu'une bonne architecture, autrefois, on partait du cœur qui était stable, et on construisait vers les bords. Aujourd'hui, une bonne architecture part des bords et des échanges, et on la construit vers le cœur. Et ça a l'air de rien, mais c'est un changement assez profond. Deuxièmement, il y a une accélération. Ça, je pense que vous savez tous compris. Le monde digital est un monde qui va vite. Et donc, pour accélérer, qu'est-ce qu'on fait? On automatise le plus possible. C'est vrai partout. C'est vrai aussi pour fabriquer du logiciel, et on y reviendra dans la partie 3. Et puis, puisqu'on est dans des systèmes qui sont itératifs et qui s'adaptent, et qui font rentrer des flux en permanence, il faut faire comme dans tous les systèmes vivants, il faut faire des flux de sortie. Et en particulier dans le monde dans lequel je suis, qui est le monde de l'IT, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de sa dette technique et qu'il faut faire du refactoring. Et qu'il faut se dire, puisque tous les mois on me demande de rajouter de nouvelles fonctions, où sont tous les mois les nouvelles fonctions, les anciennes fonctions que je vais enlever, etc. Et j'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais c'est ma fonction principale chez Michelin d'être un nettoyeur. Vous avez un truc à retenir. Alors, toujours si j'essaye de contraster mon job chez Michelin avec celui que j'avais à Bouygues Télécom il y a 20 ans, le changement principal, c'est le rythme de changement. Alors, chez Google, ils considèrent que 50% du code est touché tous les mois. Alors, nous, on n'en est pas là, mais le code change quand même très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, en termes d'architecture, ça nous amène à ce qu'on appelle une architecture multimodale, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des... Je reprends vous avez vu très rapidement, je vous ai mis un organisme unicellulaire comme image subliminale du système d'information. C'était l'idée que c'est un système vivant, avec des bords. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à le faire évoluer de manière continue, mais à des vitesses différentes. Ici, je vous ai fait un dessin avec 4 zones parce que j'aime bien, ça permet de montrer qu'il y a une certaine variété, mais on pourrait le faire avec 2. C'est très connu, ça s'appelle l'informatique bimodale, on peut le faire avec plus. Ici, je voudrais pointer quelques idées intéressantes. D'abord, j'ai mis toute la partie du système d'information qui se déploie sur des systèmes de calcul qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Alors, quand on est une entreprise grand public, ça peut être votre smartphone. Ça peut être les plateformes de réseaux sociaux. Ça peut être plein. Si vous êtes une entreprise B2B, ça peut être des marketplaces qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être le système d'information de vos clients sur lequel vous allez apporter de la fonction. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau par rapport à l'informatique telle qu'on la faisait il y a 20 ou 30 ans. J'ai aussi ici illustré le fait qu'il y a des morceaux du système d'information qui vont devoir évoluer vraiment rapidement, tous les 2 ans, tous les 5 ans. D'autres qui vont évoluer plus lentement parce qu'en fait, on n'a pas des ressources infinies. La vie du DSI consiste à aussi remarquer qu'on a ce qu'on appelle du legacy, on a un passif, on a une histoire, et donc on n'a pas les moyens financiers et même d'ailleurs les moyens intellectuels de faire tout bouger à la vitesse que le bord exige. Et ça nous ramène à cette idée qu'on a un bord, on met son effort pour que sur le bord, on évolue à la vitesse du client, et puis on propage les flux de transformation. Alors, un tout petit mot sur ce qu'on fait chez Michelin en termes de Lean Software Factories, et donc d'application d'un certain nombre de bons principes. Alors, je vous renvoie au livre Accéléré, si ça ne vous dit rien. C'est le livre de Nicole Forgreen et de Jez Humble. C'est un très bon livre qui regarde 2000 entreprises et qui fait une corrélation entre les taux de déploiement de DevOps et un certain nombre d'autres choses, et l'efficacité des boîtes en termes de capacité à créer de la valeur. C'est un bon livre, ça donne des fondations pour convaincre ces parties prenantes qu'effectivement il est temps de moderniser sa façon de travailler. Qu'est-ce qu'on trouve je ne vais pas commenter le dessin, mais on trouve évidemment
je dirais les tenants des pratiques, des méthodes agiles. Enfin, là, vous avez un petit peu ce qu'on fait. On fait un peu de Scrum, un peu d'extreme programming, et puis je vais faire de l'agile un peu classique. Et on fait aussi du Lean. Voilà. Alors, pourquoi on fait du Lean? Parce que le Lean donne une vision plus systémique. Ça permet de penser sur un temps un petit peu plus long. Et puis, là, en fait, donc je vous ai mis une sorte de résumé super simple de quelques idées Lean et Agile. Et puis, j'ai mis en support le pipe de développement et intégration continue, CICD. Et puis, la boucle DevOps, que normalement vous connaissez sous une forme de 8, qui marque un changement important, c'est le changement du mode projet au mode produit. Le fait qu'on itère en permanence. Plutôt que de rester sur ce schéma qui est un peu abstrait, là, je vous ai mis une photo d'un hackathon, et je vais commencer par une remarque d'Arnaud Lemaire, qui est un agiliste français que j'aime beaucoup, et qui fait remarquer que faire de l'agile, c'est pas uniquement d'avoir des post-it, de faire du Kanban et d'avoir des backlogs, c'est aussi une propriété du code, puisque le but de l'agilité, c'est de pouvoir évoluer rapidement. C'est toujours cette idée d'homéostasie et de « je m'adapte en continu à mon environnement ». Et donc, si votre code n'est pas refactoré, il a une grosse dette technique, il est mal foutu, personne ne le comprend, vous pouvez mettre tous les post-it de la Terre, avoir des product owners et faire autant de sprints que vous voulez, vous ne serez pas agile. Donc, il y a une dimension de l'agilité qui n'était pas du tout exprimée dans le dessin d'avant, qui est dans le software craftsmanship, qui est pour être agile, il faut faire du beau code. Alors, je n'ai pas la recette pour faire du beau code, j'ai quelques idées développées au cours de mon expérience. D'abord, c'est que le beau code, il se montre. C'est une assez bonne métrique. C'est-à-dire le code qu'on a envie de montrer, en général, on a envie de le nettoyer un peu. Donc, toutes les pratiques de code reviews, soit internes à l'entreprise, soit le partage en open source, ou même dans des choses aussi bêtes que dans Stack Overflow, c'est-à-dire qu'on peut partager des choses en grand, mais on peut aussi partager des choses en petit. La pratique de code review, ça amène rapidement à développer des standards, et des standards propres à l'équipe, pas des standards, je dirais, universels. C'est ce qui aussi aide à faire du pair programming. Et tout ça pour développer cette idée que l'élégance du code, en fait, ça a une vertu métier. C'est-à-dire qu'on fait du code élégant parce qu'il est partageable, et quand il est partageable, on fait des économies, parce qu'il est modifiable, et parce qu'en fait, pour que le business soit agile, il faut que la base de code soit modifiable. Alors là, j'étais très général. Je vais maintenant parler un peu plus du data-driven, en commençant par quelque chose qui est encore un peu conceptuel, mais qui n'est pas inintéressant, qui est comment on crée de la valeur avec la data, vu du point de vue de Michelin, mais c'est très, très général ici. Vous avez ici une chaîne de valeur. Les 3 premiers maillons, c'est ce qui est nécessaire de faire, et je vais y revenir dans la slide suivante. Je vais m'intéresser aux 4 suivants, en disant finalement, la première façon de faire de la valeur, là, et c'est un modèle de l'Acatech, c'est de dire avec la data, je vois mieux, je comprends mieux, et puis je prédis. Voilà. Et c'est ce qu'on a commencé à faire dans notre progression en data manufacturing, en digital manufacturing par exemple. Après, une fois qu'on comprend mieux et qu'on prédit, on peut commencer à s'adapter. Et on fait de l'adaptation, on fait de l'automatisation. Alors tout là, je suis encore dans l'amélioration interne des processus de Michelin. Ça marche parfaitement pour la supply chain comme pour le manufacturing. Quand on sait bien faire ça, on peut commencer à le vendre, et on fait du data service. Et c'est ce qu'on commence à faire chez Michelin avec les services pour la gestion des flottes. Donc on aide les flottes à gérer leurs pneus, leurs trains de pneus, leur predictive maintenance, la meilleure utilisation et la meilleure rentabilité des pneus. Et puis quand on est encore plus mûr, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore beaucoup, mais on voit bien que c'est l'étape suivante, c'est qu'on est capable de fournir des data services pour des gens qui vont s'en servir pour faire autre chose. Des choses, dans le cas, le maillon data service, je vends un service, donc je sais à quoi sert la data que je donne. Quand on fournit un data product, et je vais donner des exemples, on commence à fournir des données de qualité des routes qu'on fournit à des gens qui vont faire d'autres algorithmes pour faire de la valeur, et c'est d'autres usages. Donc là, on rentre réellement dans un monde de je crée de la valeur avec les données que je peux fournir. Alors, je vais zapper sur ça parce que je vais le développer dans les slides suivantes. Je parle un petit peu de data infrastructure. En fait, vous en savez probablement tous plus que moi. Donc, et j'ai vu plein de slides ce matin qui ressemblaient à ça. Donc, ça me permet d'aller assez vite en disant ce que j'appelle le data infrastructure, c'est quoi? C'est la partie collection. Tout ce qui permet d'aller récupérer la data là où elle se trouve chez nous, à l'extérieur, ou dans des formats un peu plus exotiques comme de la vidéo ou des sons. Au milieu, on a notre infrastructure avec donc très traditionnellement l'infrastructure de flux qu'on appelle chaude et celle de stockage, qu'on appelle froide, avec à la fois donc un ou des data lakes et puis tout le fabric qui permet de faire circuler tout ça.
Ce matin, on parlait de Snowflake. Donc, on utilise nous aussi Snowflake chez Michelin avec plutôt un certain bonheur. Et cette infrastructure de data nourrit des plateformes qui sont des consommatrices data, que ce soit du data intelligence, du BI, ou des services, ou de l'utilisation opérationnelle des données. Voilà. Donc ça finalement, si je peux revenir en arrière, ce truc-là, c'était la partie bleue sombre sur laquelle je passais un peu vite tout à l'heure. Donc il n'y a pas de surprise ici. Je vais vous partager 6 principes qui me semblent importants et qu'on met en œuvre tranquillement, je dirais, chez Michelin. Le premier, on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une sémantique unifiée, des objets pivots, de pouvoir, pour faire de la data continuity, de la digital continuity, il faut absolument que le sens, que la somme des échanges qui passent dans le cycle de vie du produit, il corresponde à quelque chose. C'est un domaine dans lequel les catalogues, dont on a aussi parlé ce matin dans une des sessions, les data catalogues ont une grande utilité. Et une partie des use cases vraiment intelligents d'IA, en fait, on ne peut pas les faire tant qu'on n'a pas fait ça. Et on n'est pas les seuls à se rendre compte chez Michelin. Il y a plein de bouquins sur le Industrie 4.0 qui racontent la même chose. La deuxième chose, c'est presque du bon sens, c'est que pour faire des use cases transverses, il faut avoir des données de qualité. Il y a les deux root causes principaux sont très connus. D'abord, les données sont fausses quand les systèmes d'entrée sont trop durs à utiliser, donc l'ergonomie, le UX experience est essentiel. La deuxième root cause, c'est la désynchronisation. C'est pour ça que vous avez des petits trains sous forme d'illustration. C'est-à-dire que si la qualité de service de l'ensemble des batch process de l'entreprise n'est pas bonne, les données en pâtissent. Et pour faire simple, moi, je suis chez Michelin depuis maintenant 4 ans et demi, et mon souci numéro 1, ça a été de corriger ce problème-là. Et puis le troisième domaine, c'est qu'on est maintenant dans des pétabytes, des volumes très importants, et pour des tas de bonnes raisons, on distribue au maximum. Et donc, on se heurte au théorème CAP, qui dit qu'on ne peut pas être à la fois consistant, available et résistant aux partitions en même temps. Donc, il faut choisir son camp. Soit on fait de l'informatique comme autrefois, comme on en faisait à Bouygues Telecom, on fait haute performance, haute availabilité, mais on a un mal fou à la distribuer. Soit on fait du Facebook, on fait du Kafka, on fait tout ce qu'on veut, des choses qui sont extrêmement résilientes et distribuées, mais la consistance, elle est eventual. Alors si ça ne vous dit rien du tout, ça veut dire que on n'a pas la photo, on n'a pas la possibilité à un instant T d'avoir la même information partout précisément. Donc c'est pour ça qu'au tout début dans mon intro, j'ai dit cette notion de fraîcheur des données et de savoir quelle est la version, à quel moment, il y a une notion de propagation dont il faut tenir compte, parce que c'est ça qui a permis de passer en event-driven et qui permet d'avoir d'autres bonnes propriétés. Alors justement, qu'est-ce qu'on a? Je retiens, moi, de 10 ans de déploiement de Kafka, d'event-driven et de techno similaires. La première, c'est que le modèle d'événement est vraiment important et qu'il est hiérarchique. C'est-à-dire que la première erreur de débutant que j'ai vu faire, y compris chez nous, c'est de se dire on a des événements, on va les propager partout, tout le monde va tout voir. Alors rapidement, ça fait une complexité qui est totalement ingérable. Donc, en particulier quand on fait des maisons connectées ou de l'IoT, on a des objets qui génèrent beaucoup de flux d'événements et il faut évidemment mettre un peu il faut définir des niveaux d'abstraction pour que ce qui circule ait un sens partagé. La deuxième constatation, c'est que quand on a fait ça, on a le meilleur endroit possible pour devenir data-driven en branchant de l'intelligence sous toutes ses formes, qu'elle soit hot ou cold, c'est-à-dire à chaud sur des flux d'événements, ou même en faisant du cold, c'est-à-dire en réfléchissant sur l'histoire des événements. Et puis le troisième point sur lequel je reviendrai dans la fin du talk, c'est que donc le lambda architecture, ça consiste à faire à la fois du chaud et du froid, d'avoir un flux d'événements et puis de faire du storage. Beaucoup des applications un peu malines, en fait, elles mélangent les deux. Et alors, le meilleur exemple qu'on a, c'est le cerveau, qui fonctionne comme ça, qui fait du mélange du chaud et du froid. Donc ça, c'est une petite plaisanterie de fin de journée. Mais je vous donnerai des exemples un peu plus tard, un peu moins facétieux. Et puis ce matin, j'ai entendu beaucoup parler de data mesh. Alors je me suis dit, ça tombait bien. Donc le concept est dû à Zhamak Dehghani et vous ne trouverez pas le bouquin, il sort en mars. Par contre, elle en parle beaucoup sur les podcasts de Thoughtworks, pour lequel elle travaille, et puis ses articles sont partout. Et c'est un bon concept, nous. On a quelque chose qu'on s'est approprié chez Michelin, on essaie vraiment d'en tirer parti. Donc là, vous avez un dessin. L'idée des data mesh, c'est de se dire, si on va vers un monde event-driven, à grande échelle, et dans une entreprise où tout change, alors les flux
les flux, non seulement la donnée change, mais le sens de ce qui passe et la façon dont ça circule change aussi. Donc il faut une gouvernance pour gérer ça. Sinon on va vite être paumé. C'est-à-dire que les topics Kafka, s'ils sont stables et qu'on a une bibliothèque, c'est parfait, mais s'ils se mettent à changer régulièrement avec différents acteurs qui disent ah ben, cet événement-là, il faudrait qu'il... ça devient vite ingérable. Et la notion de data mesh, pour faire super simple, consiste à identifier ces flux. Ça fait donc un réseau, un mesh de pipe de data. Ça aussi, je dirais, ça peut être comprendre cette problématique du lineage, dont on a aussi parlé ce matin dans certaines des sessions. C'est OK, j'ai besoin de savoir d'où vient la data et qui la consomme, et de créer sur ce flux de valeurs une communauté, et puis une structure pour se mettre d'accord. Alors, les deux choses qu'on retient, nous, chez Michelin, d'abord, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans le concept du data mesh en termes de gouvernance de la data as a product, justement, en disant finalement, chacun des fils du mesh, c'est une communauté de destin qui partage des flux de données. Voilà. Et c'est bien de la matérialiser et qu'elle ait des règles. Il y a plein de bonnes... J'ai pas le temps de vous pitcher trop les papiers de Zamac, je vous conseille d'aller les lire. Après, il y a un petit bémol au milieu qui dit, dans un monde idéal, tous ces flux seraient indépendants. On prend les données de Michelin, on les coupe en domaines, et puis après, chaque domaine fait ses mèches et la vie est belle. En fait, c'est pas ça. Il y a plein d'intersections, de croisements et de... Si vous faites de l'agile, c'est exactement comme le PI planning en agile à l'échelle, si vous faites du safe. C'est-à-dire que dans un monde idéal, vous auriez des product teams avec chacune de leurs API et chacun dans son coin faisant ses méthodes agiles et ses sprints. Dans la vraie vie, on fait des PI planning où on met 400 personnes pour essayer de comprendre ce que chacun fait, parce qu'il y a de la coordination, parce que ce n'est pas indépendant. C'est un petit peu pareil quand on fait des data mesh. Alors, si je ne vous ai pas complètement assommé, un petit mot maintenant pour vous raconter un peu comment je vois un certain nombre d'idées sur l'utilisation de l'IA chez Michelin, et je terminerai par quelques exemples. La première idée importante qui est tirée de ce qu'on a fait, alors à l'Académie des technologies, on a la chance de pouvoir interviewer des gens, on les fait venir, et on a pu avoir des gens vraiment très talentueux, comme la personne qui à Zurich faisait tourner la plateforme AdSense de chez Google, on a eu le VP Engineering de Criteo, donc on a vu des gens vraiment talentuueux. Et ce qui nous a frappé, c'est ce dessin. Alors le dessin est compliqué, mais c'est-à-dire que toutes ces entreprises ont mis en place c'est vraiment du system engineering, des circuits, des cercles vertueux, où ils ont démarré finalement avec un algo simple, en général un peu de données, ils ont fait tourner leur truc, ils ont plus de données, ils ont amélioré l'algo, ils ont continué à faire tourner, ça marchait mieux, ils ont encore plus de données, 1 Tera, 10 Tera, 1 péta, une régression logistique qui démarrait avec 1000 paramètres, puis 10 000, puis 1 million, alors aujourd'hui ils en sont à plusieurs millions. Et en fait, c'est vraiment un cercle vivant, ce truc-là. Et c'est le point obtenu qui est remarquable, ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, et c'est vrai pour tous les exemples qui sont cités là. Alors ça a un certain nombre de conséquences. D'abord, quand on voit ces équipes, enfin moi en tout cas, j'étais extrêmement impressionné par le niveau de data engineering. Voilà. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller voir ce que raconte l'Académie des technologies. Et on essaye d'insister dans notre pays où on est toujours obsédé par les algorithmes et l'aspect scientifique. Il y a un savoir-faire pratique ici qui est vraiment essentiel. Pourquoi je vous ai parlé de software craftsmanship avant et de système d'information, c'est que les gens qui sont les meilleurs au monde, ils sont incroyablement bons en DevOps, en méthodo accelerate, en software craftsmanship. Enfin, ils sont vraiment très impressionnants. Le deuxième point que je voudrais ici, alors je vous ai mis comme slogan ça, le future data is better than past, parce qu'en fait, quand on fait ça, quand on fait des systèmes vraiment en mode system thinking, et non seulement on améliore en continu les algos, mais en fait on améliore en continu les données. C'est-à-dire qu'on fait bouger les services et on récupère plus de données, et c'est un cercle qui enrichit à la fois les algos et les données. Et puis le dernier point qui est important, qui nous a été souligné par Francis Bach, qui est un des très bons en machine learning en France, c'est que pourquoi on a besoin d'avoir des ressources, c'est que puisqu'il va falloir faire beaucoup d'itérations, bah, plus on a les bonnes machines, plus on itère vite. Voilà. Et c'est un truc assez spectaculaire. Airbus Défense a à un moment fait un contrat avec Google pour tester Google Cloud sur une autre partie de leur système de traitement d'images satellites. Et puis, vu qu'ils avaient accès à tous les GPU du cloud, là, ils ont fait tourner leurs algos habituels sur cette infrastructure et ils ont été capables d'accélérer leur performance de manière spectaculaire, alors que c'était les mêmes équipes, les mêmes algos. Mais juste le fait d'avoir accès
à une puissance de calcul qui avait été multipliée par 1000 à peu près, a complètement changé l'espace qu'ils ont pu explorer. Les quelques idées auxquelles je crois, moi, la première, là vous avez Libratus, on a parlé beaucoup de... Alors moi j'étais dans la session Reinforcement Learning, donc c'était rigolo. Libratus c'est le champion du monde de Hold'em Poker, développé à Cornell. C'est un algo de machine learning classique, c'est pas du réseau neuronal, mais après c'est branché sur un big reinforcement learning. Et ça marche superbement bien. Et c'est intéressant parce que c'est pas intuitif, c'est-à-dire que l'algo bluffe, hein, c'est un vrai joueur de poker. Donc, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je pourrais prendre AlphaGo, qui est, si vous ne le savez pas, un mélange vraiment astucieux de réseaux neuronaux pour observer, donner en fait, transformer l'immense espace d'état en un petit nombre d'états. Et après, on fait du Monte Carlo Research, qui est vraiment une techno d'heuristique plus classique, plus du monde de l'aéro. Donc, mon message ici principal, c'est surtout vous laissez pas enfermer. Moi, je fais ça depuis maintenant 35 ans. Par les modes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un effet spectaculaire des progrès qu'on a fait en deep learning et il faut absolument le maîtriser. Mais tous les gens que j'admire qui font des choses, puis je vais continuer avec d'autres exemples, montrent que pour faire des systèmes qui marchent vraiment bien, il faut combiner les techniques. Voilà. Donc ça c'est un petit mot pour parler d'AlphaFold. Hein, le dessin que je vous avais mis, c'est encore du DeepMind, c'est encore Demis Hassabis qui est que je vous conseille de l'écouter parce qu'il parle dans différents podcasts. Et c'est une combinaison d'approches génératives avec des communautés d'agents et du deep learning. Le dernier exemple, c'est Todai Robot. Alors Todai Robot, on en parle un peu moins ces temps-ci, c'est un programme fait à l'université de Tokyo qui a plus de 10 ans pour envoyer justement un robot passer le concours d'entrée à l'université de Tokyo. Il y a 5-6 ans, il a passé le bac japonais. Alors le bac japonais, c'est comme chez nous, hein, c'est des dissertations, c'est pas un QCM à l'anglo-saxonne. Maintenant, il y a 3-4 ans, il y avait une conférence, en 2017, il était rentré à l'université, pas encore Tokyo, mais déjà une assez bonne, et il utilise absolument toutes les cordes connues. Il y a un theorem prover pour les maths, il fait du GPT-3 like parce que c'est il y a 5 ans, donc c'était avant, pour faire des dissertations. Ce qui est amusant, c'est que moins il comprend ce qu'il fait, meilleures sont ses notes. Donc il a des très bonnes notes en littérature, il a des très bonnes notes sur les domaines, en fait il fait d'excellentes réponses sans sémantique. Et à l'inverse, les sujets où il faut de la sémantique, alors la physique et l'histoire, il est moins bon. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que c'est un excellent exemple d'approche système de système. Et je vais quitter les Todai Robot et vous parler un peu d'un robot. Alors celui-là, il est un peu virtuel, mais il va illustrer mon propos pour vous expliquer comment on voit le cobot. On s'intéresse beaucoup aux cobots. Les cobots sont des robots qui collaborent avec les humains. Alors le cobot idéal, pour nous, déjà... Donc on en a dans nos usines, et ils ont plein d'autres petits copains, je vous dis, il y a 70 usines. Donc un peu façon Tesla, on se dit, un robot, il doit avoir une intelligence personnelle, une intelligence collective dans le cloud, et il y a une partie du learning qui est faite au niveau de l'individu, et une partie qui est faite au niveau de l'espèce. Et ça n'est pas de la science-fiction, c'est ce que fait Tesla avec ses voitures. La deuxième chose, c'est quand on regarde le comportement du robot dans son environnement, là, on a clairement besoin du deep learning pour faire de la vision, pour faire de la perception. C'est la seule façon d'être performant. Mais on a aussi besoin de faire ce qu'on appelle le GoFi, hein, le Good Old-Fashioned AI, avec du planning et du scheduling, pour faire des chemins, retrouver. Il y a une partie de son action qu'on va faire avec de l'IA plus classique. Alors pourquoi? Parce qu'elle est aussi certifiable. Il y a eu beaucoup de discussions ce matin sur comment on fait de l'IA explicable. Une des choses auxquelles on croit à la fois à la communauté technologie, mais aussi à l'IRT Systemix, dont je suis au conseil scientifique, c'est l'approche système de système. Parce que si vous voulez définir des fonctions de sécurité, c'est bien plus agréable de le faire avec des fonctions, des approches, que ce soit des random forest, decision tree ou d'autres techniques plus classiques qui sont certifiables, plutôt que le deep learning génial qui, lui, ne l'est pas. L'autre exemple que je prends habituellement, c'est une maison intelligente, et c'est sûr qu'un automatisme qui ferme les portes, vous avez envie qu'il soit certifiable. De toute façon, la loi va l'exiger pour vous, mais même en tant que client, vous avez envie. L'autre aspect intéressant, et ici je prends une citation de Yann Lequin que j'aime bien, qui la vraie marque de l'intelligence pour un objet autonome, c'est sa capacité à prévoir le futur. Si l'objet n'est que réactif, il montre ses limites. Donc l'objet est réellement intelligent, et ça marche pour un thermostat. C'est-à-dire que le thermostat qui découvre ou rentre dans la pièce et monte le chauffage, c'est un peu tard. Celui qui est intelligent, il dit « Ah, il ne va pas tarder à rentrer, il est temps de monter la température ». Et ça veut dire que l'objet intelligent a un modèle du monde,
S'il a un modèle du monde, il se trompe, comme tout le monde, comme nous aussi. Donc, il a des boucles d'apprentissage et de correction. Et on retombe sur du reinforcement learning et tout ce que je vous ai raconté juste avant. Donc, je ne passe pas plus de temps sur ce dessin-là. À la limite, vous pourrez jeter un œil. Il montre que sur un objet assez simple qui est un cobot, en fait, on a vraiment besoin de toute la panoplie de ce que l'IA d'aujourd'hui permet de faire et de les assembler avec une approche système de système. Alors, quelque chose auquel je crois beaucoup et donc sur lequel on va essayer de se développer à Michelin, c'est le fait de construire une bibliothèque de training sets, de jeux de données d'apprentissage et de protocoles d'apprentissage, et de les partager pour travailler avec des partenaires. Alors, je vais partir d'une... Je vais voir un peu d'abord. On a eu cette remarque à la fois d'Henri Verdier de Pierre Arène, en disant, quand ils sont venus nous voir à l'académie, en disant, bah, finalement, data is the new code. Quand Google rachète, ça date un peu, 5-6 ans, rachète des boîtes, ils commencent par regarder le stock de données accumulées en disant, les algos, on va les réinventer à partir des données. Alors, la remarque de Pierre Arène, c'est de remarquer que ce n'est pas juste les données, c'est aussi les données et les training protocoles, c'est-à-dire le protocole qui permet d'apprendre à partir de données. Mais c'est vrai que l'algo lui-même est presque quelque chose d'éphémère, qu'on change en permanence. Et donc, l'or, il est dans la donnée et dans ce protocole d'apprentissage. Les entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont célèbres pour avoir franchement amélioré donc, leur techno en sortant des jeux de données, en les exposant, en faisant travailler la communauté. Alors, c'est exactement le principe des challenges RODEF, donc j'ai eu la chance il y a très longtemps quand j'étais à Bouygues, dont on a participé. Là, vous avez des exemples américains, parce qu'ils ont sorti des bouquins américains, mais c'est ce que j'aimerais qu'on fasse chez Michelin. Et on n'y est pas encore, mais j'aimerais qu'on soit capable de faire ça, c'est à se dire, on va sortir, vous allez voir juste après, on a beaucoup de problèmes de machine vision, il faut qu'on soit capable de sortir des jeux de données, enlever des données propriétaires, ce qui est pas simple, mais on y arrivera, pour finalement suivre le learning curve. Netflix, c'est un très très bon exemple, c'est-à-dire je suis d'abord capable de gagner de la valeur avec ma propre IA, puis je suis capable de sortir des jeux de données, de les comparer avec l'approche des autres, d'améliorer mes algos et de faire partager tout mon réseau, on a ce qu'on appelle un Center of Excellence, de cette nouvelle compétence. Donc ça, c'est une de nos ambitions pour 2022 et 2023. Alors je vous ai dit que je terminerai en vous parlant un petit peu, donnant quelques exemples. Donc vous avez la photo de Ambika Rajagopal, qui est une mathématicienne américaine qu'on a embauchée en Inde et qui est notre Chief AI Officer. Et si vous voulez en savoir plus sur l'IA de Michelin, c'est elle qu'il faut inviter la prochaine fois, parce qu'elle est bien plus compétente que moi. Alors quelques exemples un peu amusants. Là vous avez d'abord une caméra qu'on met sous les trucks en mining, là, donc les engins, les gros camions dans les mines, pour observer le sol et en déduire l'usure des cailloux en fonction de à quel point la route était caillouteuse et ça marche pas mal du tout. Donc c'est du machine vision, on fait de la vidéo et on essaie d'améliorer les algorithmes prédictifs d'usure. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus simple sur le papier, c'est juste de reconnaître, de lire les flancs d'un pneu. Mais c'est en noir sur noir. Et donc, quand vous prenez les bibliothèques classiques de machine vision et que vous prenez les images en noir sur noir, c'est plein d'effets. Donc on s'amuse bien. C'est un problème qui est simple comme ça, mais en fait, pas tant que ça. On fait beaucoup, ça vous n'allez pas être surpris, d'utilisation de machine learning pour des modèles de prévision. Là, vous avez un modèle qui est appliqué pour tout ce qui est prévision des cours des matières premières. Hein, donc ça ne vous aura pas échappé. En ce moment, on est dans l'explosion des cours de matières premières, dans les ruptures de supply chain, dans le fait que le fret maritime a vu son prix multiplié par 20, etc. Donc, la prévision des cours des matières premières est quelque chose de vraiment intéressant. Et on a effectivement des bons résultats. On avait des modèles plus simples, plus classiques, plus statistiques, on va dire, qui ne fonctionnent plus. Et on utilise du machine learning avec pour l'instant, des bons résultats. C'est un autre exemple qui est encore plus classique, c'est de faire de la prévision de volume de vente, hein, de demande. Et la chose qui n'est pas classique, c'est la situation Covid dans laquelle nous sommes, qui font que ces défis-là sont plus difficiles que d'habitude. On a des branches e-commerce, éventuellement que vous ne connaissez pas, par exemple Black Circle, qui est le numéro 1 UK, et appartient au groupe Michelin. Et donc on fait ce que fait Amazon, on fait de la recommandation. Alors c'est de la recommandation assez précise, hein, c'est en fonction de votre voiture et de qui vous êtes, quel pneu. Et on utilise pas mal d'IA pour ça. Et en ce moment, on essaye de monter un peu en sophistication, hein, en suivant ce learning curve dont je vous parlais avant.
Et puis on fait des choses, on fait beaucoup de machine vision. Alors pourquoi? Puisque je vous l'ai dit, hein, ça fait la boucle à ce que j'ai dit au début. 70 usines Michelin, 60 000 employés, essentiellement en mode process control et quality control. Donc beaucoup de visual inspection, et on a des caméras hein, dans toutes les usines depuis très longtemps. On a même des rayons X. Hein. Tous les pneus que vous achetez, ils passent par une machine rayon X pour s'assurer que les câblages sont bien là où ils doivent être. Mais la révolution du deep learning change ce qu'on est capable de faire avec ces images. Et donc c'est un axe vraiment important pour nous et c'est un axe de notre centre de R&D à Pune. Alors pour conclure, je ne sais pas au point de vue, ça doit être pas mal. Tout va bien. Pour conclure, l'idée principale de ce que je vous ai raconté au tout début, c'est que pour moi et pour Michelin, la transformation digitale, c'est vraiment l'adaptation continue à l'environnement. Le mot homéostasie, c'est un peu prétentieux, c'est un peu compliqué, c'est de la biologie, hein, c'est le fait de s'adapter en continu à son environnement. C'est une idée qui me vient de Henri de Castres. Quand j'étais chez AXA, Henri de Castres nous a dit mais on ne fait pas du digital parce que c'est à la mode, parce que c'est sympa, etc. On fait du digital parce que notre environnement l'exige. Et donc ça doit être tiré, ça doit être from outside in. Et cette adaptation continue à l'environnement, elle est nécessaire pour deux raisons. D'abord parce que les clients changent dans leurs attentes, mais aussi parce que ce que la technologie permet de faire change. Donc l'objectif de cette transformation digitale, c'est de s'assurer qu'on tire à tout moment meilleure partie de ce qui existe. La deuxième idée importante, c'est que, j'espère que vous en êtes conscient, moi j'ai l'avantage de faire maintenant ce métier depuis très longtemps, c'est que c'est vraiment le meilleur moment possible. C'est-à-dire que c'est vraiment marrant de faire de l'IT, du software, de l'IA, de la data science en ce moment. Donc j'espère que vous en êtes conscient. C'est juste ahurissant ce qu'on peut faire. J'ai pas eu le temps de trop vous raconter, mais par exemple, la possibilité de faire circuler des très gros flux de data avec des très bonnes performances et des très bonnes... c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Les outils sont là, ils sont dans le cloud, ça coûte pas cher. Il y a 20 ans qu'on était à Bouygues Télécom, on voulait faire la même chose, il fallait mettre des armées d'ingénieurs, il fallait dépenser beaucoup de capex, acheter des grosses machines, tout ça. Donc le monde a changé, la techno est là, et les possibilités sont juste vraiment extraordinaires. Et ça sera mon conseil pour terminer. Donc, par rapport, ça fera écho à la question de ce matin sur le fait d'avoir peur. Moi, quand je regarde ce qu'on fait chez Michelin, le risque, c'est pas du tout qu'on fasse des trucs qui ne marchent pas assez bien, qu'on ne tire pas assez de valeur. Et je le dis parce qu'on a encore des managers formés à l'ancienne qui disent mais quel est le business case, montrez-moi le retour sur investissement. En fait, le risque, c'est le risque de ne pas faire et de se faire disrupter. Et je conclurai là-dessus parce que c'est probablement l'idée la plus importante. Comme je vous l'ai dit, Michelin, on dépense beaucoup en R&D. Hein. On a plus de 4000 chercheurs en France, on a 6000 à l'échelle mondiale. Notre R&D par rapport au chiffre d'affaires est vraiment supérieur à celui de nos concurrents. Mais le risque qu'on a, c'est que d'autres concurrents tireraient plus vite de la connaissance des tests. Parce que la R&D, ça consiste à faire des hypothèses, faire des tests, extraire la connaissance. Et la plus grande transformation du data science et de l'IA pour Michelin, c'est de s'assurer que notre extraction de connaissances, knowledge engineering, de nos tests, on reste en pointe, parce qu'il ne suffit pas de faire le plus de tests, il faut aussi être en pointe dans l'extraction de connaissances. Non, je vais prendre les questions. Si je vous ai pas assommé. Merci Yves, c'était passionnant, c'était très varié aussi parce que tu as abordé à la fois des aspects du système d'information et des aspects des modèles. Je vais laisser la parole peut-être d'abord à la salle pour voir s'il y a quelques questions et puis on a le chat en direct aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat de YouTube sur la droite. Alors dans la salle d'abord. François, je ne sais pas si tu as une petite question. Pour entamer la discussion. Donc là, tu dis que en fait, ça n'a jamais été aussi peu cher d'avoir de la puissance de calcul, d'avoir des pétaoctets de données, etc. Alors, c'est vrai en 2022. Est-ce qu'en 2040, tu penses que... tu vois, on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup d'utilisation de l'énergie, etc. Alors, est-ce que tu penses qu'on va rester dans cet Eldorado de la puissance de calcul gratuite, entre guillemets, ou est-ce que ça va changer complètement la manière de gérer les données? Non, ça va changer. Alors, c'est une très bonne question et il y a plusieurs axes de réponse.
D'abord, ça va changer. C'est clair que la loi de Moore est en train de se calmer. La sensibilité sociétale sur l'impact de chacun des calculs qu'on fait en termes de CO2 émis est en train de monter. Et donc, très logiquement, la société civile nous challenge, nous informaticiens. Et donc, nous, chez Michelin, on se dit, OK, il faut qu'on soit un peu plus accountable de ce qu'on fait avec les watts qui se transforment en CO2 et qu'on s'assure qu'on crée une valeur supérieure à ce qu'on détruit. C'est pas impossible parce que globalement, quand on se penche sur la question, on voit bien que dans la course vers une économie moins faiblement carbonée en 2050, l'IT, le digital, les algorithmes ont beaucoup à apporter. Donc il faut juste vérifier que ce qu'ils vont apporter dépasse de beaucoup ce que ça coûte. Bon. Donc, mais il y a une limite et clairement c'est la puissance. Je n'imagine pas, par exemple, qu'on va utiliser 1 million de fois plus de puissance de calcul dans 20 ans, même si c'est possible pour résoudre les mêmes problèmes, parce que l'impact CO2 sera juste pas supportable. Mais là-dedans, la puissance de calcul n'est qu'un petit aspect. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les méthodes, les outils, le savoir-faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre Google, Facebook, un certain nombre de GAFA, une partie de ce qu'ils ont mis au point parce qu'ils étaient at scale, c'est parti en open source, c'est parti à la fois en tant que savoir-faire. Nous, on utilise beaucoup le Site Reliability Engineering de Google, un gros bouquin, il y a plein de méthodes sur comment faire de la haute dispo. Bon, ce savoir-faire, maintenant, il est en libre service. Tous ceux qui utilisent Kafka, ils utilisent une souche open source, alors après on peut l'acheter en mode pas open source, mais qui est issue finalement d'un savoir-faire développé et disséminé. Donc, là-dedans, pour moi, ce qui est vraiment excitant, c'est qu'on a plein de concepts, on a plein d'outils. Au-delà simplement de la puissance de calcul, la boîte à outils est assez formidable. Et alors, pour ceux qui sont toujours anciens, là, on se rappelle des progrès qu'on a fait en reconnaissance d'image ou en reconnaissance de caractère, etc. Pendant 20-30 ans, ça montait comme ça. Puis 2010, ça fait ça. Ça fait ça. De 12 à 16, on est passé de 70% à 95% sur beaucoup de ces problèmes-là. En 4 ans, donc le monde a changé. Et le fait que vous pouvez tous, à peu près en une semaine, apprendre à jouer avec TensorFlow pour faire une reconnaissance de pattern de situation, ça c'est quand même très très sympa, c'est juste qu'on n'avait pas. Un des buts de mon talk, c'est de montrer que pour faire des choses vraiment excitantes, il faut maîtriser tous les outils. Il ne faut pas être obsédé, il ne faut pas être mono-outil. C'est pas parce que on fait des choses fabuleuses avec du deep learning et des réseaux neuronaux profonds qu'il faut faire que ça. Mais quand même, il y a 10 ans, on n'avait pas ces outils, et pour faire des objets comme des robots autonomes, c'était juste pas possible. Donc il n'y a pas juste de la puissance dans cette phrase numéro 2, il y a vraiment plein de choses. Il y a la boîte à outils, vraiment, c'est aussi du savoir-faire, des pratiques et des communautés. Parce que l'autre chose qui me frappe, c'est toujours l'avantage d'être vieux, c'est que quand on code aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose la question à la communauté. Puis, alors que moi, je fais partie de la génération où d'abord on réfléchit, on écrit sur un papier, on code, puis quand ça ne marche pas, on cherche quelqu'un pour se faire aider. Bon, maintenant, on peut continuer quand on a un papier à travailler comme ça, mais normalement, parce que vous travaillez autrement, c'est-à-dire vous êtes en mode collaboratif, on écrit du code de manière collaborative. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours parfait non plus, on pourrait avoir un long débat là-dessus. Mais donc, la boîte à outils a changé. Ce qu'on peut faire en une semaine, c'est juste ahurissant par rapport à ce qu'on pouvait faire en une semaine il y a 30 ans, c'est juste ahurissant et c'est pas juste du CPU. Une question là-bas. Oui, bonjour, merci pour la présentation, Yves. Je voulais savoir, en termes de production logicielle, quelle est ton organisation, je dirais, idéale en termes d'équipe si je pense à une équipe produit avec par exemple un product owner ou ce genre de choses, où est-ce que tu mets la personne qui serait responsable de la data? Est-ce qu'il est dans l'équipe? Est-ce que c'est transverse? Est-ce que ça vient en amont? Est-ce que ça vient après? Et savoir si tu peux approfondir un peu cette notion data as a product. Alors, je vais commencer par donner un peu le big picture. Donc Michelin, l'IT c'est gros, hein, c'est 600 millions de budget, c'est 4000 personnes en IT digital. On a à peu près 2000 et quelques qui fabriquent les solutions. Fabriquer des solutions, c'est en grande partie intégrer, faire des choix de SaaS, de progiciel, et on va dire aux 2 tiers, et un tiers de faire du développement plus spécifique, ou un quart. Ce développement plus spécifique, historiquement, Michelin le confie à des grands partenaires. Et puis on l'a réinternalisé. Donc
on est dans une transformation. Ce que j'en discutais au moment du café, on est en train de devenir progressivement une software company, on n'y est pas encore. Mais on voit bien maintenant le logiciel dévore le monde, il dévore Michelin, il est partout. Et d'ailleurs, mon rôle, moi, c'est vraiment d'être un support, c'est-à-dire qu'il y a du logiciel à la R&D, au manufacturing, au marketing, à la supply chain. Alors, dans ce grand paysage, on a sur les bords, on essaie d'être en mode produit, d'être de plus en plus sur des équipes qui sont autonomes. Alors pour moi, une équipe en mode produit, elle a à la fois le build et le run, en termes de responsabilité, donc elle est full DevOps, elle a une autonomie de son plan de production et de son plan de mise en production. C'est encore l'exception. On a peut-être 10%, on fait comme ça, mais on va le faire pour grossir progressivement. Sur le cœur, on est encore un peu plus classique. C'est alors pour ceux qui ont lu Team Topologies, là on a des feature teams et des produits. On a des teams qui sont assez indépendantes, on a des teams qui sont encore en mode très matriciel avec des interactions avec plein d'autres teams. C'est pour ça qu'on fait de l'agile at scale avec des grands PI planning et plein de monde. Alors, dans ta question sur le product owner, on a tout. On a du vrai product owner, je dirais, qui a vraiment l'autonomie, qui représente à lui tout seul le choix métier, dans les équipes que j'appellerais en mode produit. On a encore du product owner à la façon plus classique d'entreprise hiérarchique, avec des grands comités, des gens qui sont des délégués de la fonction métier, qui est trop occupé, qui ne vient pas là. Donc, ces grands Michelin, on a un peu de tout. La fonction data, elle est globalement... c'est une bonne question. C'est dur de caractériser. Donc, c'est hybride. On a une fonction transverse de pilotage. On a un Chief Data Officer, on a toute une armée de data owners, de data stewards. On a une technostructure pour gérer ces data mesh, pour gérer le data catalogue, les roadmaps des data lakes, s'assurer que tous ces différents trucs s'orchestrent bien. On a des équipes qui sont un peu autonomes sur leur data, donc et puis on a des équipes qui ne le sont pas encore. Voilà. Donc on commence. On est tous tombés sur le papier data mesh il y a 1 an. Voilà. Donc on est en train de digérer le concept. On s'est dit finalement, quand on va aller vers le event-driven Michelin, on aura vraiment besoin de ça. Alors, pour caricaturer, je pense que c'est intéressant, le SI Michelin, il y a 6 ans ou 7 ans, c'était un truc qui était nocturne-diurne. Pendant la journée, j'écoute les clients, les demandes, les machins, et la nuit, je fais passer des batchs, alors, et je recalcule tout. Et je réponds aux clients. Et puis le lendemain, je recommence, j'écoute. Donc, c'est pas super customer-centric, c'est pas super réactif. Donc, progressivement, on enlève les batchs, on fait du fil de l'eau, on essaie d'être plus... Et alors, plus on va vers ça, plus ces questions de data mesh se posent, et la question de la gouvernance des flux de données se pose. Mais la transformation d'une entreprise assez classique avec des stores de données, des databases et des batchs orchestrés la nuit vers une entreprise réactive au fil de l'eau, c'est un long chemin. C'est quelque chose, je considère qu'on en a, on en a encore 5-10 ans. J'avais une petite question sur le... donc tu as vu des sociétés très différentes. Tu as commencé avec Bouygues, avec de la publicité chez TF1. Tu as vu Bouygues Télécom. Ensuite, tu as été dans les assurances. Et là, maintenant, dans les pneus. Donc, c'est des sociétés complètement différentes. Quelles sont les similitudes, finalement, que tu as retrouvées un petit peu dans ces directions? Alors, c'était pas tout le temps des DSI, il y a des différents mots. Et quelles sont les principales choses que tu as vues évoluer, finalement, au fil du temps, là? Alors, c'est une bonne question. Dans ces différents rôles, j'étais pas aux mêmes échelles. Et quand même, ce qui est frappant, c'est que c'est pas pareil de piloter suivant les échelles. Ce qui est commun, c'est l'importance du catalogue, du sens partagé, de la sémantique partagée, de se comprendre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive à le faire, que ce soit chez Bouygues, chez AXA, et maintenant progressivement chez Michelin, on voit bien que ça crée de la valeur. Et chaque fois qu'au contraire, on a mis de côté une difficulté et en fait tout d'un coup on tombe dessus, ça pose un problème. Donc, dans les fondamentaux, cette notion d'avoir une compréhension de la donnée partagée, elle est essentielle, elle est commune. Après, les entreprises sont différentes dans leur stratégie de croissance et leur rythme d'évolution. Et
quand j'étais chez Bouygues, dans les telcos, c'est un monde assez normalisé. Donc on avait un modèle métier standard qui était hérité du modèle métier telco. Chez AXA, il y avait quelque chose d'un peu équivalent, mais c'était un peu plus difficile. Et chez Michelin, il y a eu des tentatives qui ont moins bien fonctionné. On est en train de changer, on change, on ne fait pas que des pneus, par exemple. Donc en ce moment, ce sur quoi on réfléchit, c'est sur des fédérations de modèles. En disant le modèle unique, avec un L majuscule, le modèle data de Michelin, c'est probablement un truc, c'est une cathédrale, tant qu'on la construise, elle sera devenue obsolète. Donc moi j'ai évolué dans ma façon de penser, et en tout cas, ce que j'ai fait il y a 20 ans chez Bouygues ne s'applique pas chez Michelin. On est sur des modèles en marguerite avec un cœur, là c'est ce qu'on appelle les objets pivots, et puis des pétales, et on dit comment on construit un modèle pour qu'on puisse enlever un pétale ou en rajouter un autre sans que ça casse tout. Voilà. Donc ça, c'est le problème que je ne me posais pas il y a 20 ans, mais aussi le monde a changé. Ensuite, l'autre chose qui change, c'est la culture, le taux. Est-ce qu'on est une entreprise logicielle ou pas, hein, et par exemple, le rôle du logiciel pour un assureur est clé, depuis toujours. Être un assureur, c'est avant tout être un actuaire, c'est faire des maths et faire des algorithmes. C'est le cœur c'est la raison d'être. C'était pas le cas chez Michelin il y a 20 ans. On disait chez Michelin, nous, on est les rois en pneus, en physique, en chimie, en manufacturing, mais le logiciel, on va l'acheter à l'extérieur, c'est pas notre métier. Et c'est ce couplage, en particulier quand on va dans le service, du produit et du service, qui fait que non, on peut pas. On a besoin de comprendre, on a besoin c'est le rythme. Voilà, le rythme de changement a un impact sur la façon dont on s'organise. C'est la question que tu posais tout à l'heure. Je crois que François tout à l'heure était content parce qu'on a peut-être identifié le prochain Challenge Rodef, donc c'est Michelin qui va proposer des données, c'est ce que tu disais? Il faudrait. Je sais pas si c'est le prochain ou l'après-prochain, mais en tout cas, il faut qu'on... Ouais, ça me semble... C'est noté, okay, fais attention, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi, j'ai une interrogation, hein, ça va peut-être être le Candide. C'était quand même un plaidoyer pour l'open innovation et l'open data. Ce que vous avez, c'est un peu dans la ligne de ce que vient de dire Antoine Jean-Jean. Alors, voilà, Michelin, c'est pas tellement l'image que ça projette, c'est plutôt le secret, c'est plutôt refermé sur soi, on partage peu, etc. Donc ça serait un changement fondamental d'évolution. Et mon autre question, vous avez tendu une perche sur antifragile. C'est pareil, par définition, le pneu, c'est l'inverse de l'antifragilité. Et j'imagine que sur les autres sujets dont vous voulez faire référence sur ce sujet-là. Alors, pour des questions de Candide, c'est deux super questions. Je vais commencer par antifragile. L'antifragilité, donc, qui est la propriété pour un objet de se renforcer au fur et à mesure qu'on le stresse, ou de se casser. Il est fragile, il casse. Il est antifragile, il grossit. C'est une merveilleuse métaphore pour le digital et les plateformes de services. Tout le monde du service est un monde où si on essaye de designer à l'avance, on le construit et puis on va voir ce qui se passe, ça ne marche pas bien. Si au contraire on fait quelque chose de petit et qu'on le renforce partout, il est stressé parce qu'il y a une demande, il grossit, il évolue sur quelque chose qui marche. Donc cette culture antifragile qui est à la fois de l'humilité et de la flexibilité par rapport à ce que le monde attend de vous, hein, on s'adapte, et puis qui est aussi une culture d'excellence, parce que pour être antifragile, il faut absolument comprendre les chocs, il faut apprendre de ses erreurs. Hein, donc c'est une bonne discipline, et c'est pas une discipline de quelqu'un qui fabrique un produit de sécurité comme le pneu. Donc c'est un changement pour nous, c'est un changement. Alors c'est le même sujet sur le secret. Quand on est une entreprise dont le savoir-faire repose sur des formules de chimie, on est obligé d'être prudent. Ça ne changera pas. En revanche, l'idée qu'il y a plus de gens intelligents dehors que dedans de l'entreprise, hein, qui est une citation que je n'ai pas eu le temps de faire, mais j'aime bien citer, parce c'est ça qui justifie d'être outside in. C'est-à-dire dans un monde où il y a autant de challenges en permanence, il va vraiment falloir mobiliser l'intelligence qui est dehors, et pas uniquement celle qui est... Donc cette prise de conscience, elle a eu lieu chez Michelin. Simplement, comme on a 100 ans de culture de secret industriel, ça met un peu du temps à se manifester. C'est pour ça que je prends la promesse de dire il faut qu'on fasse un challenge Rodef, il faut qu'on fasse des training sets, il faut qu'on se force à aller faire ça, parce que ce n'est pas notre culture. Et c'est d'autant plus important que quand je suis arrivé moi, chez Michelin, j'ai trouvé un SI qui, vu de près à la loupe, chaque morceau était d'excellente qualité, parce qu'on est une boîte d'ingénieurs, on est une boîte scientifique, on est une boîte de rigueur.
Et par contre, le système global était très fragile, notre qualité de service globale n'était pas bonne parce qu'on ne se parle pas assez. À cause de cette culture de la départementalisation. Il y a des badges partout, il y a des murs, il y a des trucs, les gens sont remarquables mais ils ne se parlent pas. Et donc cette transformation pour faire de Michelin une entreprise comme un corps vivant, là, où les flux d'informations passent de l'extérieur vers l'intérieur, c'est essentiel. C'est essentiel pour les défis de notre croissance et les défis que Florent Ménégo nous propose. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, peut-être avant de clôturer la journée. Bon, en tout cas, merci encore une fois Yves Cazot d'avoir rejoint Data Aquitaine 2022. On va dire un tout petit mot pour clôturer et on peut applaudir Yves encore une fois.